Série internationale. 17 ans déjà. Salut, c'est Émeric Kipoupa Modilou. Salut, c'est Freddy Le 8. Je suis Clarisse Henrika Ingoba. Moi, c'est Gertrude Gomabaï. Nouvelle session d'information sur la DRTV internationale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir dans ce 20h30. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. L'actualité reste dominée par l'ouverture ce lundi à Madrid de la COP25. Dans un discours devant l'Auguste Assemblée, Denis Sassou Nguesso a indiqué ne pas rester spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Depuis l'instauration de cette journée, l'esclavage reste encore visible sous quelque forme que ce soit. Récit de Morel Mabélé à suivre dans quelques instants. En sport, nous parlerons de la clôture du championnat de tennis de table zone 3 Afrique centrale. Le Congo a terminé à la deuxième place avec 12 médailles. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Eh bien, c'est parti pour la COP25. Ce lundi, lors de l'ouverture de cette grand-messe à Madrid, le Congolais Denis Sassou Nguesso a prononcé un important discours où il a annoncé l'opérationnalisation du Fonds bleu du bassin du Congo. Les détails de la presse présidentielle. Au premier jour de l'ouverture des travaux de la 25e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques, COP25 en sigle, à Madrid, le président de la République Denis Sassou Nguesso, porte-parole de l'Afrique centrale à ses assises, a prononcé un important discours dans lequel il annonce l'opérationnalisation du Fonds bleu du bassin du Congo. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo. Et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. L'urgence climatique est évidente, l'heure n'est plus aux incantations mais à l'action. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. A signaler que l'humanité qui subit les conséquences du dérèglement climatique doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant ou la capitulation, a prévenu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et dans son discours devant l'Auguste Assemblée, le président de la République a également indiqué qu'il ne restera pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Écoutons-le. Avant toute chose, je dois remercier
l'Espagne et le Chili pour l'organisation réussie de cette COP 25. Après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Dois-je le rappeler, les forêts du bassin du Congo, c'est 220 millions d'hectares de forêt. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. C'est dans ce sens que mon pays, la République du Congo, a signé en septembre dernier une lettre d'intention avec l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en cycle. Personne ne peut l'ignorer. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo. Et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. L'actualité ce lundi, c'est aussi la célébration de la journée pour l'abolition de l'esclavage. Eh bien, après plusieurs années passées, l'esclavage reste encore visible sous quelque forme que ce soit. Le récit est de Morel Mabélé. L'esclavage peut être considéré comme la condition de privation de liberté totale à un individu qui devient de ce fait un bien matériel, une chose et donc la propriété d'un autre individu exploitable et négociable à souhait. Si l'on considère cette définition qui chosifie l'homme et déshumanise la personne humaine, l'on comprend la dangerosité de l'esclavage. Aussi, l'abolition de l'esclavage est-elle un acte humainement salutaire puisqu'elle rend à la victime de l'esclavage son humanisme. C'est dans cet esprit que l'humanité célèbre le 2 décembre de chaque année l'abolition de l'esclavage. Mais comment en est-on arrivé là?
Un rappel historique s'impose à nous. Plusieurs actions avant et après la date du 27 avril 1848 sont menées en faveur de l'abolition de l'esclavage, mais celle qui sera considérée comme la date officielle de l'abolition de l'esclavage à travers le monde, ça sera celle du 27 avril 1848, grâce à la persévérance de Victor Schœlcher, à travers le décret portant son nom, qui interdit la traite des Noirs dans toutes les colonies françaises. Les autres colonies suivront en traînant les pieds, pour certaines jusqu'en 1869. Plus de 4 siècles partant de 1450 de traite honteuse des individus de race noire considérés comme des sous-hommes par les Occidentaux avides de richesse et de croissance économique pour leurs États. La République du Congo, qui n'en était pas épargnée, a connu aussi les ravages de la traite négrière. Si l'on considère que la guerre comme l'esclavage sont des bêtises humaines, force est de reconnaître que la guerre décime, mais l'esclavage déshumanise. C'est dire qu'il faut lutter contre toutes les formes d'esclavage, telles que les discriminations contre les groupes vulnérables, comme les peuples autochtones, considérés comme des classes inférieures de la société, le travail des enfants, l'exploitation de certaines multinationales pour des main-d'œuvre sous-payées, le travail forcé, le travail au noir. Et pour y arriver, il faut le renforcement juridique luttant contre toutes les formes d'esclavage, à l'échelle nationale qu'internationale. Au registre des conséquences de l'esclavage, il est important de souligner le retard de développement du peuple noir, toute proportion gardée. En définitive, l'esclavage est un formatage négatif à vie pour plusieurs générations sur la mentalité des victimes qu'il faut bannir à jamais. Et ce mardi 3 décembre, l'humanité va célébrer la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. À Brazzaville, une activité officielle est prévue. Mais avant tout, je vous emmène d'abord à la découverte de l'abbé Chéré Bazikila, premier prêtre malentendant au Congo, deuxième vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Suivez ensemble ce portrait réalisé par Michael Massomba et Vincent de Paul Bemba. Il reprend au nom de Chéré Bazikila, abbé de son état, servant chrétien catholique. Il est le premier prêtre malentendant congolais. La paroisse Saint-Esprit de Mungali est son nouveau poste de service. Il nous parle de sa vocation et de son intégration. Au séminaire Saint-Paul de Mbamou, on voit beaucoup de jeux là-bas. Puis moi j'ai demandé, papa, mais ici c'est quoi? Il m'a dit c'est le séminaire. Comment faire pour venir ici? Il m'a dit qu'il faut être servant de messe. Après une année, je suis rentré ici en classe de 5e. En ce moment-là, je n'entendais pas bien, mais j'entendais. Ça veut dire que non, je n'entendais pas bien depuis 10 ans. Mais j'étais habitué à parler, vivre avec les entendants, sans connaître que je suis sourd. C'est à partir du 5e au séminaire. Après, je suis continué jusqu'au 3e. Je suis venu. Moi, un séminaire de 5 jours. J'ai eu le bac. Maintenant, je vais aller au grand séminaire parce que j'étais au séminaire. Ordonné prêtre en 2008 par Monseigneur Anatole Milandou, l'abbé Chéré Bazikila a beaucoup lutté pour y arriver. 7 ans au diacre, le 3 novembre, mairie. Après, le conseil est ordonné au conseil, ordonné ici. Arrivé ici, le Seigneur me demande pour venir travailler un peu à Brazzaville pour aider les autres soeurs. Mais moi, le temps préparé, ça a pris du temps. Il fait 11 ans d'être ici, venir un peu travailler ici avec les soeurs. Le conseil pour 2 ans, c'est l'histoire. Après 11 ans de vie sacerdotale, l'abbé Chéré Bazikila sert Dieu aujourd'hui en qualité de premier vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, ce qui fait de lui le collaborateur immédiat de l'abbé Bertholin Baoumina, curé de la paroisse. Il nous parle de leur collaboration. On s'est tenu, mais comment se fait-il qu'un sourd peut devenir prêtre? Mais c'est une question de grâce de Dieu seulement. C'est un prêtre sourd-muet, et il est malentendant comme on le dit, puisqu'il n'entend pas, mais il parle. En tant que prêtre, il a déjà la maîtrise parfaite du rituel de la messe, du début jusqu'à la fin. Le réel problème avec lui, ce n'est que le retour. Lorsque le peuple réagit, quelquefois il n'a pas ce retour-là pour savoir que maintenant, c'est le célébrant qui doit reprendre la parole. Sinon, la communication est très parfaite avec lui. À travers un simple regard, il comprend le message. À travers un petit signe,
un geste, il comprend aussi le message, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà comment j'arrive personnellement à communiquer avec lui pendant la messe. À plus de 130 ans d'évangélisation, l'Église catholique congolaise n'a jamais connu pareil serviteur. À son arrivée à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, l'abbé Chéré n'a cessé de susciter l'admiration et la curiosité des fidèles. Pour surmonter l'handicap et permettre aux paroissiens de s'acclimater à ce serviteur un peu spécial, le prélat a initié des sessions de formation en langue de sourds et muets au sein de la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Vivement que l'abbé Chéré réussisse sa mission afin que son expérience édifie l'humanité. Comme quoi, l'handicap, surtout physique, n'est en rien un frein à une vie épanouie. Surtout au Congo, où tous les instruments juridiques et les lois en faveur des personnes vivant avec handicap sont suffisamment éloquentes. Tenez, récemment, le pays s'est doté d'un conseil consultatif pour personnes vivant avec handicap, avec comme président Jean de Ngoma, qui a déjà été membre du gouvernement de la République sous le président Pascal Lissouba. Et en politique, retenez que le Congrès d'initiative démocratique et sociale, SIDES en sigle, qui jadis n'était qu'un cercle de réflexion, est devenu parti politique depuis le 30 novembre dernier, et ce, après avoir tenu une assemblée générale constitutive organisée à Pointe-Noire. Les détails dans ce reportage de Demontes Wavungu et Aurélien Nzengi. C'est dans une salle pleine à craquer de l'hôtel de la préfecture du Niari à Dolisie que les membres du Congrès d'initiative démocratique et sociale, SIDES en abrégé, ont tenu du 29 au 30 novembre dernier leur assemblée générale constitutive. Cette assemblée générale présidée par maître Destin Arsène Tsatibungu a connu la présence du doyen d'âge de l'assemblée, Alphonse Niangoula, et de 300 délégués venus de tous les départements du Congo mais aussi de la France. Prenons la parole en premier. Alphonse Niangoula a souhaité une cordiale bienvenue à tous les invités tout en exprimant sa joie de voir se matérialiser le projet de rassemblement des Congolais à travers cette plateforme politique. Dans un premier temps, le SIDES n'était qu'un cercle de réflexion. C'est à l'issue de cette assemblée générale qu'une résolution l'a transformé en parti politique. Ainsi, le SIDES devient le Congrès d'initiative démocratique et sociale. Cette assemblée générale a permis aux participants de doter le nouveau parti d'un comité directeur provisoire de 3 membres présidé par Arsène Destin Tsatibungu. Le communiqué final, lu par le rapporteur des travaux, a circonscrit la trame de l'Assemblée générale constitutive. Maître Destin Arsène Tsatibungu, président du nouveau parti, dans son mot de clôture. Le discours que nous voulons porter trouvera sur la route ces hommes de bonne conscience qui n'ont pas encore compris pour construire la nation, gérer les hommes et les femmes, on le fait parce qu'on est porté par la raison. Et la raison doit être au cœur de notre démarche politique. Parce que la raison seule permet de comprendre qu'il y a chez l'homme le sens du discernement, qu'il y a chez l'homme le sens de tolérance pour pouvoir gouverner la cité, pour pouvoir faire que les hommes et les femmes d'une même nation soient capables de porter haut et fort l'esprit de fraternité et de solidarité pour que s'élève une grande nation. Le SIDES a pour slogan « Rassembler pour construire ». Nous allons à présent prendre la voix de l'Amérique qui nous emmène à l'international pour parler de l'actualité africaine en bref et en images. 14 fidèles, dont des enfants, ont été tués dimanche pendant un service religieux lors de l'attaque d'une église protestante à Antukura, dans l'est du Burkina Faso, où les actions menées par les groupes armés djihadistes contre les lieux de culte se multiplient.
Un manifestant a été tué par balle et 5 autres ont été blessés lundi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une nouvelle journée de protestation contre la présence des Nations Unies. Entre-temps, le chef des opérations de la paix des Nations Unies a déclaré qu'il fallait renforcer le partenariat entre l'ONU et la RDC face aux groupes armés. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Paris ce lundi pour prendre part à un dernier hommage aux 13 soldats français tués la semaine dernière au Mali. Samedi, le président Keïta a demandé aux Maliens de ne pas mépriser l'aide de la France et d'autres étrangers dans la lutte contre le terrorisme. Le camp du président malgache Ange Radjoel a pris le contrôle de la capitale malgache Antananarive aux mains de l'opposition depuis 2015 lors des élections municipales du 27 novembre, selon les résultats publiés lundi par la commission électorale. Un peu de culture dans ce journal et nous recevons ce soir Nelson Tishungi, chargé de communication du festival Bilili BD. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler du festival congolais de la bande dessinée qui aura lieu à l'IFC. Alors d'abord, quels sont les enjeux de ce festival ? Alors, pour cette 4e édition, nous avons pris comme thème super héros du quotidien, super entre parenthèses, parce que nous allons réfléchir justement sur le contenu africain qui parle des héros, des super-héros, en se posant cette question, est-ce qu'il faut forcément avoir une cape, avoir des super-pouvoirs pour être considéré comme un héros, ou alors on peut être un héros du quotidien en étant un peu, on va dire, défendeur des valeurs qui représentent la société africaine. C'est pas une première, il y a déjà eu des éditions précédentes, alors nous sommes déjà à la 4e édition, c'est ça? Oui. Et quelle est la particularité de cet événement? Alors la particularité de cet événement, en dehors de nos des activités habituelles, c'est-à-dire nous avons des ateliers de formation, nous avons ce qu'on appelle des masterclass, nous avons des concours, que ce soit des concours de dessin pour les plus jeunes ou pour le plus vieux, nous avons un concours de cosplay, c'est tout-à-dire tout ce qui est déguisement. Par la particularité de cette édition, ça va être le salon des éditeurs qui va cette année recevoir un très grand éditeur qui est Dupuis. Et pour rappel, Dupuis, c'est les Schtroumpfs, c'est Lucky Luke, c'est Boulet Bill, c'est beaucoup de bandes dessinées dans le monde. Ils seront là cette année-ci pour la 4e édition et ils vont pouvoir avoir, lors du salon des éditeurs, un mot à dire pour tous ceux-là qui veulent se lancer dans ce monde de la bande dessinée. Les éditeurs à l'étranger sont nombreux. Au Congo, il n'y a pas assez d'éditeurs. Et en tant que vous évoluez dans ce secteur, est-ce que vous pouvez nous dire comment analysez-vous le secteur de la bande dessinée ici au Congo? Le secteur, on va dire, il est en train de prendre de l'ampleur. La première édition de Bilili BD, c'était moins de 800 personnes. Pour la dernière édition que nous avons eue, la 3e, on était à plus de 2500 personnes. C'est pour vous dire tout l'intérêt que ça commence à apporter dans le chef des Congolais. Et c'est même le but de Bilili, c'est justement le fait de pouvoir mettre autour d'une même table tous les acteurs du secteur. Parce que la bande dessinée, ce ne sont pas que les dessinateurs, il y a aussi les auteurs, il y a aussi les éditeurs, et il y a surtout les lecteurs. Pour qu'ils puissent découvrir justement le contenu local qui leur est proposé, pour qu'ils puissent découvrir comment est-ce qu'ils peuvent s'engager dans cet univers-là, et aussi, avec nos formations, leur permettre d'acquérir les compétences pour pouvoir justement se lancer dans le monde de la bande dessinée. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon plus bref le programme de cette activité ici à Brazzaville? Alors, c'est très simple, c'est du 3 au 7 à l'Institut français du Congo. Toutes les activités sont gratuites. Nous allons juste mettre un point d'honneur à dire aux gens qu'il y a certaines activités qui demanderont qu'on s'inscrive au préalable, mais elles restent quand même gratuites. Et donc du 3 au 7 à l'Institut français du Congo, à partir de 9h jusqu'à 16h-17h, nous serons là et nous les attendons. Ils vont découvrir tout plein de nouveaux auteurs parce que nous avons 14 invités qui vont arriver de 6 pays différents, en dehors des auteurs congolais qui sont déjà sur place. Et pendant donc 5 jours, ça va être la grande fête de la bande dessinée au Congo. Merci. Merci, monsieur Tishungi, Nelson. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du festival Bilili BD qui aura lieu à l'IFC. Et l'activité va déjà débuter demain. Et c'est pour 5 jours. 5 jours, parfaitement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette édition du journal et nous allons parler sport. À présent, le Congo termine à la 2e place du championnat, des championnats de la région 3 Afrique centrale de tennis de table avec 12 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 6 en bronze, derrière la RDC qui récolte 9 médailles, dont 4 en or. Eva Tikasumba signe ce reportage.
Ce dernier 7-16 à 14 qui marque la victoire de Gédéon Kassa, citoyen de la RDC, au dépôt de Michel Lignandi, citoyen de la République du Congo, a mis fin au championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table ce samedi au gymnase Henri Elendé. Le champion Gédéon Kassa est plus que satisfait de sa prestation. Lorsque on était 11-10, j'avais vraiment mis ma force. Je sais que oui, je vais le battre par mon service. La différence est que parce que je viens de faire déjà deux compétitions internationales open africaines. Vaincu et refusant de réagir à notre micro, Michel Lignandi n'a pas de mérité à en croire son manager. L'on retiendra de ce championnat région 3 Afrique centrale de tennis de table que c'est la RDC qui se place sur la première marche du podium avec 4 médailles d'or, 1 en argent et 4 médailles de bronze. Le Congo-Brazzaville est deuxième avec 3 médailles d'or, 3 en argent et 6 médailles de bronze. Le Cameroun se place à la 3e marche du podium avec 2 médailles d'argent et 2 en bronze. Le Burundi et le Gabon sont derniers de ce championnat. Jean-Marie Okuna, président de la Fédération congolaise de tennis de table, en sa qualité de président de la zone 3 Afrique centrale de tennis de table, entend pérenniser cette initiative en vue de développer et vulgariser cette discipline. Et bien toujours en sport, un tournoi de judo opposant les militaires et les policiers a été organisé ce week-end au stade Ornano. Ce tournoi de cohésion des frères d'armes de Brazzaville avait pour but de détecter les potentialités à exploiter puis préparer les judokas congolais à des échéances futures dans le cadre des championnats. Signalons que la première édition du tournoi a été remportée par l'équipe de la police. Armand Sonza pour le compte-rendu. Policiers et militaires se mesurent sur le tatami et l'ambiance est survoltante au stade Ornano. Ce sont les judokas des deux forces publiques qui se sont donné du plaisir autour du judo. La rencontre est qualifiée de fraternelle, ce qui explique bien qu'il n'y a pas de problème entre l'armée et la police, contrairement à ce que les gens disent d'eux. Ce premier tournoi de cohésion des frères d'armes de Brazzaville, qui a été lancé samedi dernier par le directeur général adjoint de la police, avait pour but de renforcer l'unité entre les deux forces, de détecter les potentialités à exploiter. Ensuite, regardez comment préparer les judokas congolais à des échéances futures dans le cadre des championnats militaires internationaux, continentaux et régionaux du judo. 5 combats au total ont été donc prévus pour faire la fête et c'est l'équipe du judo de la direction générale de la police qui a remporté ce tournoi. Une rencontre fraternelle et militaire. Parce que qui dit l'armée dit la police, nous sommes un, on est indivisibles. Nous avons voulu par ce tournoi faire connaître à la population brazzavilloise et congolaise que le judo est convenablement assis dans le milieu de la police. Donc ce n'est pas étonnant que mes athlètes fassent ce genre de prestations. Ce qui est plus important à retenir de cette rencontre sportive, c'est l'esprit de cohésion et faire de telle sorte que l'armée et la police puissent s'unir davantage à travers le sport. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui restera marquée dans les mémoires, de telle sorte qu'à l'unisson, nous puissions plébisciter notre sport qui est le judo, qui à jamais restera une épreuve répandue au Congo. À retenir que les autres disciplines sportives vont être lancées sous peu pour renforcer toujours les liens de solidarité entre l'armée et la police. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Portez-vous bien. Merci.